Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec Lounès Darbois. Alors Lounès Darbois, vous le connaissez certainement pour avoir écrit 7 ouvrages publiés aux éditions Compte Culture, Sociologie du Ardeur. Donc cela ne sera pas notre sujet d'aujourd'hui, mais je présente quand même l'ouvrage par principe, car c'est un ouvrage que j'ai lu et qui, évidemment, je vous invite à lire, mais d'une certaine manière est un destructeur pour les personnes qui malheureusement sont accros à la pornographie. Et au fur et à mesure de la lecture, c'est extrêmement décourageant, même on se sent coupable et plus bas que terre d'avoir regardé ce genre de film. Alors, bonjour Lounès Darbois, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci à vous Xavier. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, peut-être, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous parler un peu de votre parcours qui vous a amené au fur et à mesure AER, mais pas seulement, justement, comme je l'ai dit, pour l'écriture de cet ouvrage. Ouais, c'est une chose que je fais, ouais, en général que je fais pas, mais j'ai trouvé comment en parler en fait très simplement. Et puisque souvent c'est ça qui détermine nos vies, c'est notre point de vue, c'est d'où nous venons, comment on a été éduqué, qu'est-ce qui pour nous est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et en fait, pour, pour vous le dire très simplement, il y a une seule photo que je voudrais montrer, et c'est une photo de mes grands-parents. Parce que peut-être plus que mes parents, ce qui a beaucoup compté, c'est simplement, c'est pas tellement ce qu'on m'a dit. Souvent les enfants ne se souviennent pas tellement de ce qu'on leur a dit, ce qu'on leur a enseigné, ils se souviennent d'une attitude chez les gens, chez les profs ou chez les grandes personnes. Ils se souviennent d'une ambiance, ce genre de choses. Et vous voyez, cette photo, c'est celle-ci. Je sais pas si on la voit bien, je vais essayer de la montrer correctement. Si. Non, eh ben, vous voyez, elle passe pas. Là, peut-être qu'elle passe. Vous voyez? Voilà, on la devine. On la devine à peu près. Bon, c'est une photo de mes grands-parents qui est prise à Saint-Louis du Sénégal en 1957 lors d'une soirée de gala qui réunissait la bourgeoisie de Saint-Louis du Sénégal, la bourgeoisie européenne et américaine de Saint-Louis du Sénégal de l'époque. Mon grand-père était médecin colonial dans l'armée, donc il était médecin militaire, et il s'occupait du maintien des dispensaires français dans l'intégralité de l'empire colonial français. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça signifie en termes de ce qu'on appelle de faire des tournées. Ça veut dire que un officier comme lui se baladait partout et d'une certaine manière, il était en France, il était partout chez lui. La France était presque partout chez elle, si vous voulez. Aujourd'hui, on vit une période exactement inverse, où le monde entier se croit chez lui, chez nous, vous voyez. Et comment dire, le grand espoir, le grand espoir français et de ce qu'on a appelé à tort ou à raison les colonies, c'était de répandre partout la civilisation et c'est pas du tout politiquement correct ce que je dis, hein, mais en fait, il y a une immense hypocrisie sur ce sujet-là. Et finalement, des populations qui aujourd'hui mangent avec des couverts, dorment dans un lit, pensent qu'elles sont arrivées là par elles-mêmes. Elles doivent tout à des gens comme mon grand-père. Et encore, lui, en 1957, c'est une période qui est la toute fin de ce grand élan où la France s'est répandue dans le monde et a aidé finalement énormément de monde. Mais voilà, bon, Ferdinand Céline savait que les gens se vengent des services que vous leur rendez. C'est un peu le contre-coup de la bonté humaine, quoi. Enfin voilà, des gens très généreux pourraient en parler mieux que moi. Et pourquoi je vous montre cette photo? C'est simplement parce que bon, voilà, elle résume exactement en une image, sans trop de paroles, un certain idéal, quoi. Voilà à peu près d'où je viens, ce qui m'a frappé tout de suite quand j'étais petit, sans parole. Mes grands-parents que j'ai beaucoup connus, donc puisqu'ils sont décédés en 2005 et 2010, Dieu et leur âme. Moi, je suis né en 82, donc dans les années 80-90, je les ai beaucoup connus, notamment dans leur appartement, là où ils vivaient, qui était un grand appartement merveilleux,
garni de souvenirs et de pièces rapportées d'Afrique, d'Asie, avec des statuettes indonésiennes, je sais pas moi, des choses qui venaient d'Indochine, je sais pas, des cornes d'éléphant affichées dans le couloir, enfin clouées dans le couloir, vous voyez, des défenses d'éléphants, quoi, des choses en ivoire sculptées, et cela mélangé avec le génie de l'ameublement français et européen, avec je sais pas, des belles armoires en bois massif, avec et tout ça, tout de suite, ça m'a énormément frappé. Le tout dans une ambiance de bourgeoisie éduquée, lettrée, où ma grand-mère pouvait réciter Ovide dans le texte, ou l'Énéide plus exactement, ou je sais pas, vous voyez, toute cette ambiance, c'est un peu de ça d'où je viens en fait, et ça m'a, voilà, en fait, c'est vraiment la France traditionnelle qui n'existe plus. Qui n'existe plus, qui existe dans le cœur de beaucoup de gens comme moi, et aussi qui existe quand même encore chez certaines personnes, et si Dieu veut, ce tout petit germe, comme le dit un passage de la Bible, deviendra le surgeon d'autres générations, si vous voulez. C'est pour ça que je vis, c'est pour ça aussi que je suis content aujourd'hui de parler avec vous, Xavier, de ce qu'on appelle la culture avec un C majuscule et au sens large. Voilà. Bon, vous parlez de colonisation, mais maintenant c'est une contre-colonisation, mais qui plus est organisée, planifiée. Ce que vous évoquez, moi je pense que c'était plutôt des dominations administratives. Ce que la France a fait, on dit des colonies, mais ce n'est pas le bon terme. Enfin, la France a eu 3 colonies, le Québec, l'Algérie et la Louisiane. Mais le reste, ce sont juste des dominations administratives. Il n'y a pas eu de transfert de population très minime, par exemple. Peut-être que le très bon... Ouais, tout à fait. Peut-être que le bon terme pour ça, en fait, c'est pas colonisation, c'est tutorat. Quand quelqu'un n'est pas capable de se débrouiller lui-même, on lui donne un tuteur pour qu'il l'aide, et le tuteur est là dans un esprit de charité, voire de vrais soins paternels, pour s'occuper de quelqu'un qui a besoin d'aide, si vous voulez. Il y a une immense hypocrisie sur toutes ces histoires de colonisation à faire, que ce soit de la part des Français de souche d'aujourd'hui, ou de la part des Français, disons, de branche, ou je sais pas moi, ou de l'immigration générale, et le pire étant les manipulateurs qui font semblant de faire croire aux populations immigrées que les Français étaient des oppresseurs colons cyniques, si vous voulez. En réalité, il faut bien comprendre que grâce à la France, des populations entières, des pays entiers sont passés du néolithique à la civilisation, mais en 2 générations. Que des gens qui mangeaient avec les doigts, qui se battaient à la sagaie et qui se dévoraient, parce il faut bien parler de ça. Le cannibalisme, c'est pas des racontards, vous voyez ça. Ça, c'est dans les archives des médecins coloniaux, encore des années 40-50. À quoi a servi de ce point de vue-là la colonisation? À arrêter le cannibalisme, par exemple. Vous voyez, là, on entre vraiment dans le politiquement très incorrect, vous voyez. C'est à ça, notamment, c'est à des trucs très concrets comme ça que ça a servi, à faire en sorte que quand une famille a 8 enfants, qu'il n'y en ait plus 7 qui meurent, vous voyez. Alors, le contre-coup terrible de ça, c'est quoi? C'est l'invasion. C'est que finalement, cette immense entreprise a aidé des populations à vivre et les a amenées à un début de civilisation, mais c'est pour que les Français de souche en pâtissent énormément. On ne va pas redire ce qui s'est passé depuis maintenant 50 ans. Je veux dire, c'est effroyable, quoi. Et le pire, c'est que la plupart étant plutôt des Français de souche étant plutôt des bobos, sont très hypocrites sur le sujet, ils disent que non, que tout va bien, ou alors, quand ils commencent à s'énerver un peu, ils foncent dans le chiffon rouge, si vous voulez. Ils n'ont pas du tout la culture de comprendre d'où ça vient, qu'il y a un projet, qu'il y a des gens qui sont peut-être des primitifs violents, mais qu'il y a aussi une troisième équipe qui sont des excitateurs de violence, quoi, et des pousses au crime, et que c'est même peut-être leur tradition, vous voyez. Bon, enfin voilà, toutes ces choses que vous et moi savons peut-être, mais
il est évident que voilà, il y a une colonisation qui est terrible. Elle est terrible d'autant plus qu'elle ne nous apporte rien. C'est-à-dire, même la colonisation romaine sur les Gaulois, qui a été terrible, paraît-il, en termes de chiffres, parce que certains historiens disent qu'il y a eu 1 million de morts celtes en Gaule lorsque Jules César a fait avancer ses troupes, en s'appuyant sur une tribu qui était localisée en Bourgogne, d'ailleurs. Je crois que c'est les Éduins. Mais quand ils ont fait ça, même les Romains sont venus en tant que colons constructeurs, où ils ont construit des théâtres, des thermes. Ils venaient avec quelque chose d'intéressant. Ce qu'il y a de nos jours, ce qui est très déroutant, c'est que finalement, des millions de gens arrivent et n'apportent rien. Et au contraire, ils cassent tout. C'est l'impression que ça peut donner, quoi, en tout cas. Alors, c'est un peu inquiétant. Il y a peut-être une chose positive que l'immigration de masse apporte, c'est un espèce de rapport implacable aux traditions. Il y aurait des choses, à dire que... Pardon ? Un sursaut. Ouais, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est difficile à lire, hein, l'histoire, quand elle se passe devant vos yeux. Par définition, l'histoire se refroidit avec le temps, et c'est avec beaucoup de recul du temps chronologique qu'on peut mieux comprendre les événements. Ce qui se passe sous nos yeux actuellement, c'est difficile à comprendre. L'espèce de combat qui ne dit pas son nom entre, grosso modo, le string et le voile, comme l'expliquait Alain Soral début 2000, eh bien, on a du mal à comprendre ce qu'il veut dire, parce qu'il y a beaucoup d'affect qui vient se greffer par-dessus, il y a beaucoup de fierté de part et d'autre qui vient par-dessus. Et finalement, qu'est-ce que ça veut nous dire, tout ça ? Moi, j'ai l'impression de le comprendre. Ça veut dire simplement qu'au moment où nous, Français, parce que je m'inclus dedans, disons, malgré mes origines, nous, Français, au moment où nous avons mis de côté nos traditions à nous, notamment nos traditions en matière de culture, et la culture, un des aspects de la culture très concret, c'est quoi ? C'est le vêtement. Dès lors qu'on a commencé à s'habiller un peu, entre guillemets, n'importe comment, surtout les filles, normalement une fille ne peut pas s'habiller n'importe comment, pour des raisons de pudeur évidentes, et ben c'est là, comme par hasard, qu'est arrivé le voile. Et c'est une des grandes lois de Hegel, c'est une des grandes lois hegeliennes, c'est qu'un mouvement qui capitalise d'un côté, de manière visible, eh bien, de l'autre côté, comme un balancier, vient se potentialiser le mouvement exactement contraire. Il commence de manière invisible. Eh bien, en gros, le string a potentialisé le voile. Voilà, c'est une manière de voir les choses. Vous voyez, dans cet entretien, Xavier, on part un peu de mon expérience personnelle, et puis j'essaye d'en faire des déductions plus générales et plus universelles, sur le monde qui nous... Alors justement, là, vous parliez de considérations personnelles. Alors peut-être quel a été votre parcours, votre enfance ? On parlait justement un petit peu de la culture entre le string et le voile. Moi, j'aime bien utiliser l'expression nous aurons à choisir entre la barbarie et entre le barbare et le trans. Et il me semble que c'est un peu aussi ce qui est en train de se passer lorsqu'on se balade un peu dans les grandes villes. C'est soit être un barbare, soit être un trans. Il n'y a bientôt plus personne au milieu. Mais parlez-nous un peu alors de votre jeunesse, de ce parcours au final qui vous a amené où vous êtes maintenant. Eh bien, disons, de ce que je m'en souviens, jusque vers 1997 environ, si je veux prendre une date clé, je dirais le moment en 97 où sort l'album de I.A.M, L'école du micro d'argent, qui est une sorte de moment où le rap, comme branche du hip-hop, et le hip-hop étant un espèce de mouvement un peu d'avant-garde encore à l'époque, c'est le moment où le hip-hop et le rap deviennent mainstream, peu à peu. Et à partir de 97, on voit de plus en plus, même dans des villes de seconde importance comme Grenoble où j'ai grandi, mais ou comme d'autres, peut-être que ça commence aussi à Orléans et ailleurs, on voit commencer vraiment de manière massive à arriver à la racaille, quoi.
Mais pas, avant, c'était quand même beaucoup moins évident. Il y a eu toute une période de flottement comme ça, où, par exemple, il n'était pas du tout évident que les gens de banlieue écoutent du rap jusque vers 92, 13. C'était pas du tout évident, ça. Ils n'étaient pas rock non plus, mais ils avaient leur folklore, leur tradition. C'était beaucoup plus cloisonné avant. Et C'est l'afro-américanisation. ouais, ouais, l'arrivée progressivement, ouais. Ça, c'est pour la musique, hein, l'afro-américanisation. Pour le vêtement, par exemple, ce que je dis souvent pour l'expliquer aux gens, par exemple, d'où venaient les survêtements, le fait que les racailles portaient des survêtements, c'est pas exactement l'influence américaine, c'est l'influence anglaise du mouvement casual qui avait commencé début 80, ça. Mais ce serait un peu long à expliquer, mais j'ai fait 2-3 textes sur le sujet si ça intéresse les gens. C'est un sujet très passionnant, le mouvement casual, et c'est ce qu'il veut dire, comment il s'articule, comment il y a différents styles à l'intérieur et comment il s'est répandu à droite à gauche. Parce que c'est un vrai mouvement européen où comme toujours, l'Angleterre est allée piquer dans ce qu'elle appelle l'Europe. Parce que quand vous parlez avec un Anglais, ils disent « Ouais, mais vous êtes des Européens ». Les Anglais ne se considèrent pas exactement comme des Européens. Je dis quand on parle avec des mecs de 40 ans anglais, quoi, hein, qu'on connaît. Et ben, c'est un mouvement qui est allé piquer à droite à gauche en Europe des manières de faire, notamment en vêtements, et des marques qui, à l'époque, ne se répandaient pas partout. Ils en ont fait un mouvement avec codifié, avec une manière de s'habiller, etc. Et cette manière-là s'est répandue ensuite, s'est répandue en Europe, un petit peu comme une rumination, un peu comme une vache, disons la vache anglaise a mangé l'herbe européenne, l'a ruminée, l'a recrachée, et elle en a fait finalement le terreau pour d'autres choses, dont notamment la manière dont la racaille s'est habillée après, à partir des années 95 environ. Ouais. Mais qu'est-ce que ça dit alors pour vous, le survêtement? Parce que c'est vrai, vous me parlez de survêtement, moi ça me fait penser évidemment aux années 2000, mais aussi à Eminem, avec aussi le premier rappeur blanc, si j'ose dire, qui faisait du Eminem hip-hop. portait des survêtements. Oui, oui, bien sûr, oui, oui, oui. Mais c'est un peu toute cette époque, tous ces Américains, je trouve. De mon souvenir, Eminem et les rappeurs américains en général, à part 2-3 qui ont mis du taquini à un moment parce qu'ils étaient sponsorisés, n'ont pas porté des survêtements. Ils n'avaient pas le même goût. Ils étaient plutôt dans le XXL, je sais pas, dans les trucs pot de pêche, tout ça. Ils n'avaient vraiment aucun goût. Mais ma jeunesse, l'époque années 90, comme on disait, c'était plutôt déjà, ouais, les rappeurs américains, je sais pas, j'ai jamais trop accroché. Ouais, bon. Mais disons, leur style à eux, c'est un style qui leur est propre, qui est très afro-américain, si vous voulez. C'est des trucs qui vont en noir. Bon, voilà. Et puis Eminem, pour tout vous dire, il est très doué au plan technique. Mais j'aime pas que des mecs comme ça, de premier plan, on pourrait parler de Nekfeu en France beaucoup plus tard, j'aime pas que des rappeurs blancs de premier plan fassent comme si il n'y avait pas de hagra sur les Babtou, pour parler très concrètement et pour parler comme je parle avec les gens que je connais. J'aime pas ça. Pourquoi tous ces gens-là, dès qu'ils arrivent à une situation, ils font systématiquement les blanches à black comme le système le leur a demandé. Je veux dire, tout d'un coup, là, il n'y en a qu'un qui a tenu à peu près bon. C'est celui qui a fait le morceau Devient génial. Là. Ça, j'aime assez. Ouais. Orelsan? Ouais, non, non, bah justement, lui, c'est une catastrophe. Nekfeu, Orelsan, c'est vraiment des pompes à vélo. Il y en a un, on sent qui comment dire, qui ne dit pas tout ce qu'il pense et qu'il a une certaine profondeur. C'est bon, les auditeurs l'ont reconnu, mais c'est l'homme pâle. non, non, c'est un mec vraiment, vraiment très, très doué et c'est celui qui a fait le morceau Devient génial. Là, c'est Vald, voilà, Vald, ce mec-là. Bon, ça, c'est pas mal, quoi, comme attitude ou quoi. Mais les Eminem, les Nekfeu, les gars, les trucs qui rentrent dans tous les combats, qui foncent dans Black Lives Matter, dans tous ces trucs-là, je veux dire, voilà, ils n'ont rien compris, c'est tragique, quoi. Par exemple, Vald, on voit qu'il a écouté ER, quoi. Pour les gens qui savent comprendre, quoi. Voilà, c'est Mais il y en a peut-être un autre qui a écouté du ER, c'est peut-être Freeze Corleone, je pense que vous Ah connaissez. oui, bien sûr, tout à fait. Non, ça c'est sûr. Ouais, tout à fait. Enfin voilà, disons, ma jeunesse, il y a 2-3 dates clés comme ça au plan de la culture. C'est vraiment 97 où il y a un basculement.
ça devient la vogue rap, racaille. On sort de l'époque Nirvana, 95, le grunge, le truc. Il y a une période de flottement, et puis là, ensuite, c'est le rap qui écrase tout. Et puis un peu l'électro à la marge, mais de plus en plus à la marge, en fait. Bien que le niveau ne fasse que monter en électro, Daft Punk commence à trouver son rythme de croisière, notamment, et tout ce qu'on connaît autour de Daft Punk. Bon, ensuite, je sais pas, Justice, Parawad, qui a eu sa très bonne période, ce genre de truc. Mais disons, vous voyez, je voulais vous parler de ça un peu, de cette époque, la jeunesse, parce que finalement, j'ai perdu contact par un processus de déclassement et d'appauvrissement avec la magnifique bourgeoisie classique dont j'ai connu les derniers feux dans ma jeunesse, dans mon enfance plutôt. Peu à peu, j'ai perdu le contact avec ça, qui est ma vraie partie française raffinée, enfin vraiment que je place au-dessus de tout sur Terre, quoi, pour moi, hein, vraiment. Hein. Je veux dire, voilà, c'est comme ça. Je crois avoir eu la chance, quand j'étais enfant, de connaître ce que la France pouvait faire de plus beau, de plus noble, de plus grand. Et après, bah, on est entre connaisseurs, on est les finis valorum, quoi, après, pour en parler. Parce que ceux qui connaissent pas, c'est même pas c'est un peu comme si, je sais pas moi, c'est un peu comme si des nobles qui ont connu la France d'avant 1789 essayaient d'expliquer à des libéraux comme ceux qui sont racontés dans les bouquins de Balzac, comment était la France avant, quoi. Voilà, c'est un peu peine perdue. Donc bon, voilà. Il y a ce moment clé, je vous dis, 97, et puis après, en fait, par la force des choses, je trouve peu à peu, je trouve une bande d'amis à Grenoble qui sont comme moi des déclassés, qui viennent la plupart qui viennent de la bourgeoisie ou même, je sais même pas pourquoi je dis ça, mais c'est à l'époque où on était à l'école, au lycée, et je sais pas, c'était encore cette génération où même un fils de prolétaire faisait pas une seule faute d'orthographe, si vous voulez. Par exemple, mon meilleur pote que j'ai connu en 97, c'est un gars, ses parents sont profs de musique, par exemple, ils n'ont pas de très haut revenu ou quoi, mais ce gars n'a jamais fait une seule faute d'orthographe de sa vie. Voilà, il est très cultivé, il connaît tout, et c'était normal, si vous voulez. C'était ça, quoi. Les jeunes Français, c'était ça, quoi. C'était normal, quoi. C'était voilà. Et peu à peu, en fait, je trouve une bande d'amis comme ça a beaucoup compté, parce que quand vous êtes comprenez peu à peu le monde dans lequel vous êtes, il faut pas rester seul, quoi. Vous aurez besoin de bons moments, vous aurez besoin d'amis qui sont avec vous, pas seulement pour s'amuser, mais aussi pour coopérer, pour collaborer ensemble à des travaux, pour s'aider les uns les autres, pour faire les déménagements, pour faire une retape dans une maison, voyez, pour que peu à peu les événements de la vie, vous soyez plus forts ensemble pour les traverser, pour les commenter aussi. Hein. C'est vraiment un truc important, et c'est un truc qui compte énormément, c'est l'amitié, d'avoir le sens de l'amitié, le sens des potes, de savoir les mettre bien, et de chérir l'amitié, y compris pour l'amitié elle-même, qui est une vraie catégorie classique. Vous trouvez, enfin voilà, je sais pas, Cicéron, Plutarque en ont été les grands chantres. Aristote aussi. Ouais, voilà, tout ça. Et bon, moi, je lisais pas tout ça à l'époque, mais tout ce que je sais, c'est que j'étais avec une bande de potes qui étaient des déclassés et aussi des révoltés, et qu'on a un peu fait les 400 coups ensemble, que ça m'a beaucoup aidé, en fait, d'une certaine manière. C'est bizarre, mais je comprends très bien un auteur comme Jean-Louis Coste, par exemple. Le côté révolte complète, épidermique, et en apparence, ce mec est un dingue, et en même temps, quand vous lisez les textes qu'il a écrits, le texte sur la loi Hadopi, je me souviens, les petits textes de Jean-Louis Coste, le texte sur la loi Hadopi, le texte sur Jésus-Christ, le texte, enfin tous les petits trucs qu'on pouvait trouver sur les petits sites au début d'Internet, comme le forum Subversive, sans E, ce genre de petits trucs cultes là comme ça. Ça, et aussi où on trouvait les textes de Soral ou des textes de gars comme Bruno Doniel-Laurent. Il y avait des trucs pas mal du tout comme ça qui donnaient vraiment la pêche, quoi. Eh ben, je fais vraiment, enfin, ce que j'essaye de raccrocher comme wagon là avec vous, Xavier, c'est simplement de vous dire que
cet entretien qui pour moi, a un peu pour thème la réforme ou la déglingue, c'est parce que pour des gens comme moi, c'est soit la bourgeoisie, soit presque les squats, si vous voulez. C'est comme style de vie, comme style de haute vie. C'est que vu qu'on n'a plus accès à la vraie belle bourgeoisie, et ben dans ce cas-là, autant que ce soit l'aventure, quoi, la vraie. Et ça l'a été beaucoup, voilà, avec des potes où on a été pendant longtemps à Grenoble, des débrouillards, des mecs passionnés de culture. On lisait beaucoup, on se cultivait, et en même temps, on sortait, on truandait les places, on resquillait dans les files d'attente des festivals, on ne voulait jamais payer, on passait par-dessus la barrière, on se battait, mais on se battait, comment dire, on se battait contre, y compris contre des racailles, quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais on n'était pas des mecs d'extrême droite. On était simplement, on savait même pas ce qu'on était, mais on était des jeunes déclassés. On découvrait la vie comme ça, quoi. Je sais pas. Là, il y a quelque chose de. Excusez-moi. Est-ce que c'est ça qui vous a amené à ER ensuite progressivement? Peu à peu, ouais, mais ER n'existait pas encore, parce que là, je vous parle des années qui courent de 2001, enfin ouais, 97, après 2001 jusqu'à 2006, et je crois que justement ER a été 2007. fondé en 2007, ouais. Mais les premiers entretiens d'Alain Soral, je les écoutais, et finalement, ER est une sorte de résumé de cette espèce d'attitude que j'essaye de vous dire, qui est entre, comment dire, entre un côté raffiné, français, et entre un côté débrouille, aventure, débrouille viril, aventure, et comment dire, où il n'y a pas de honte à s'énerver de temps en temps, parce qu'il y a, comment dire, il y a une volonté de réhabiliter aussi, de réhabiliter la colère, vous voyez, contre. Alors, je ne vais pas vous faire le couplet à la Ségolène Royal, il y a des colères justes, c'est pas ça, mais c'est que je sais pas, c'est que il y a une sorte d'exigence morale. On est sous un régime vraiment d'oppression et de mensonges et de bassesse, quoi, et de mauvais goût, et ça fait beaucoup de raisons pour se fâcher de temps en temps. Voilà. Parlons d'un truc très concret. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous allez chez des gens riches, mais il n'y a aucun livre et il y a des grands écrans. Et moi, et je veux dire, ça dit tout, si vous voulez. Après, c'est quand vous regardez comment des gens riches, comment ils dépensent leur argent. Ils achètent des voitures électriques, des 4x4 électriques, c'est-à-dire des trucs qui valent des fortunes et à l'achat et pour remettre du carburant, qui l'électricité dedans. Et donc, ils sont des happy few. Et en même temps, ils veulent se la jouer peuple et pro-immigration. Et ensuite, regardez comment ils sont habillés. Mais ça me sidère, quoi. Je veux dire, quand on sait ce que c'était des gens de la génération de nos grands-parents qui sortaient en chaussures cirées, en chapeau, en pantalon avec un pli, quoi. Enfin, je sais pas, le minimum, quoi. Voilà, c'est classe. Moi, dans la rue, des fois, quand je vois des personnes âgées bien habillées, je sais pas, je suis content de voir ça. C'est les exemples, quoi. C'est les gens plus âgés que nous et on va vers ça. On va vers un mieux. C'est ça que je croyais quand j'étais enfant, c'est qu'on allait vers un mieux. C'est qu'on allait vers du mieux habillé, puisque mes grands-parents et les gens de leur génération étaient bien habillés dans des beaux appartements, qu'ils avaient de la culture, qu'ils étaient lettrés, que tout ça. Je pensais qu'on allait vers ça, que moi j'étais encore un enfant et que je savais rien de tout ça, mais qu'avec le temps j'allais accéder à ça et que le monde allait aller de plus en plus vers ça. C'était je sais pas comment expliquer, vous voyez, c'était mes représentations d'enfant. En fait, non, on va vers du pire, quoi, vers du dress down, de moins en moins bien habillé, de plus en plus con, de plus en plus une bourgeoisie de plus en plus illégitime, puisqu'elle n'a plus que la légitimité de l'argent, mais plus celle de la culture, ce qui pouvait contrebalancer je sais pas moi, l'aspect sans pitié de la course de cette course à l'argent, à l'enrichissement. Et on va la plupart des gens vont vers ça, ils foncent vers ça, ils descendent le courant, ils sont contents de ça.
Je veux dire, voilà. J'ai peut-être une phrase de Gomez d'Avila qui pourra, enfin une scolie de Gomez d'Avila qui me Wow. vient en Très, tête, très grands auteurs d'aphorismes. qui est Aphorismes. la différence entre un prolétaire et un bourgeois, c'est que le bourgeois a réussi. Et c'est tout. Ouais, 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 c'est très célinien ça aussi. Hein. C'est Il y a, Céline qui il y a plus disait de il n'y a pas différence. de. Ouais, c'est Céline qui disait il n'y a pas de peuple au sens touchant où vous l'entendez. C'est que le bourgeois et le prolétaire, ils sont tous aussi fumiers l'un que l'autre. Bon, etc. Ça, c'est dans ces grandes périodes, voilà, dans ses lettres ou les grands livres qu'il a écrits. Mais, enfin, ouais, bon, d'ailleurs, Céline, Nicolas Gomez d'Avila, ouais, des grands auteurs comme ça. Voilà, c'est vraiment les auteurs à lire. Et Balzac hein, aussi, bien sûr, y compris les petits livres de Balzac. Ça, c'est. Enfin voilà, des fois, quand je me retourne sur toute cette période-là de jeunesse, je me dis souvent qu'il y a plusieurs livres, si j'avais pu les tomber dessus quand j'avais 15 ans, j'aurais gagné un temps fou. Et notamment certains Balzac, certains livres là, dont certains auteurs, oui, effectivement, comme Gomez d'Avila. Ovide, L'art d'aimer, Marc Aurèle, Penser pour soi-même, des trucs comme ça, si j'avais pu les lire à 15 ans. Et alors ensuite, à 20 ans, si j'avais pu tomber sur Sociologie du dragueur, ça m'aurait fait beaucoup de bien sans doute, m'aurait fait gagner pas mal de temps. Parce que, enfin, voilà, enfin, Ah oui. c'est toujours le grand problème. Hein. Oui, les classiques. Non, mais c'est sûr. Bon, après, les lectures auxquelles vous faites référence, Céline, je pense évidemment. Mais c'est vrai que Gomez d'Avila, piocher quelques petites scolies par-ci, par-là de temps en temps, c'est quelque chose qui fait vraiment du bien au cœur et à l'esprit, parce que c'est exceptionnel, Gomez d'Avila. C'est Ouais, vraiment exceptionnel. C'est des pensées intemporelles. tout à fait. C'est les petits livres comme ça, c'est très concentrés. Pareil, les caractères de La Bruyère, ça, plus personne ne lit ça. C'est vraiment du résidu à sec après évaporation, quoi. C'est vraiment très, très puissant. Et c'est Baudelaire qui disait quelque part dans un de ses journaux, qui disait ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut lire des auteurs ou des livres très, très substantiels, mais à petite dose. Vous en lisez un petit peu chaque jour. C'est-à-dire qu'effectivement, du Gomez d'Avila, du Marc Aurèle, des petits livres très ramassés comme ça, les caractères de La Bruyère, vous les lisez un petit peu chaque jour. Mais pas plusieurs pages en une fois, quoi. Parce que c'est trop de, je sais pas comment dire, c'est trop pimenté, quoi. Donc ça peut donner mal à la tête, quoi. Donc ouais, un petit peu chaque jour, ça remet les idées en place. Pour tout le reste, ben il y a ce qu'on appelle la culture. Et la culture, c'est se réformer soi-même chaque jour en adhérant chaque jour à un ensemble d'usages qui ont fait notre civilisation. Et les usages, tout le monde a lâché ça à partir des années 70 avec une contestation un peu stupide, mais les usages, c'est une très grande sagesse qui vient des siècles, parce que les usages, c'est un ensemble de coutumes et de manières de faire qui proviennent de l'expérience des gens avant vous. Et quand vous vous dites que les usages, c'est rien, c'est pour les cons, c'est comme si vous disiez que les hommes qui nous ont précédés, les générations, vos ancêtres, eux, ils ne savaient pas, mais vous savez. Et là, il y a un petit effort d'humilité à faire. Et la culture, c'est pas seulement des choses très compliquées dans les musées ou dans les livres, c'est des choses beaucoup plus concrètes et accessibles qui sont autour de nous chaque jour, au point que nous ne les voyons même plus. On recolle à ça peu à peu en sortant de la jeunesse. Et c'est des choses très simples, c'est s'habiller, comment manger, comment vivre, comment ameubler chez soi. Et vous voyez la manière dont vous et moi maintenant sommes habillés, dont nous parlons, la manière dont même nous accentuons nos phrases, ce genre de choses, sont imprégnées, sont irriguées, sont imprégnées de ce qui fait réellement la culture. Et pour nous, pour vous et moi maintenant, il est normal d'être comme nous sommes et de faire comme nous sommes. Mais ce n'est pas la manière de faire d'autres gens ou d'autres cultures. Parce qu'ils appartiennent à d'autres, par définition, ils appartiennent à d'autres cultures, à d'autres civilisations, voire à pas de civilisation du tout.
Et bon, autre sujet encore, mais moi je ne pense pas qu'il y ait plusieurs civilisations, je pense qu'il n'y en a qu'une seule, c'est la nôtre, et que les autres sont d'autres manières de faire. C'est pas forcément des barbares, mais c'est moins abouti. Je le verrai comme ça. C'est en cela que notre civilisation est universelle, et c'est en cela aussi qu'elle est très vulnérable, parce que, étant universelle, elle se répand partout, mais tout le monde peut se répandre facilement aussi sur cette matrice. Et c'est ce qu'on appelle l'invasion migratoire. Mais ça ne vient pas comme ça, hein, l'invasion migratoire. C'est comme un transfert de poids. Et pour qu'il y ait un transfert de poids, il faut qu'il y ait un pivot. Voire que des mecs fassent levier sur le pivot. Vous voyez, il n'y a pas deux équipes. Ça, c'est la grande leçon des vrais penseurs politiques, c'est qu'il n'y a pas deux équipes. C'est qu'il y a toujours au moins trois équipes. Prenez même chez les classiques la guerre du Péloponnèse. En apparence, c'est Sparte contre Athènes, oui. Mais qui bénéficie de tout ce bazar, en fait? Qui va en bénéficier? D'un côté, les Perses, et de l'autre côté, je ne sais pas, une cité comme Corinthe, par exemple. Donc, en apparence, c'est Athènes contre Sparte qui vont démolir complètement, hélas, le magnifique monde hellénique. Mais dans les faits, à bien y regarder, il y a d'autres équipes à qui ça profite tout ce bazar. Voilà. C'est aussi peut-être une leçon pour les temps actuels. Tout à fait, toujours s'intéresser aux causes et pas aux conséquences. Mais vous parliez en effet de l'habillement. Le paraître est du côté de la civilisation. Donc, la langue, le paraître, toutes ces choses sont extrêmement liées. Là, c'était un de mes invités qui s'appelle Maître Marc Bonan. Peut-être que vous le connaissez. Pour moi, c'est le plus grand orateur de la langue française. Et il a dit j'ai entendu. Il a dit je sais, à la manière que l'on me dit bonjour, combien de livres il a lu et combien il en a colorié. C'est en effet très drôle. Donc, en fait, on se rend bien compte de l'importance que la langue a de l'habillement. D'ailleurs, on peut très bien faire un parallèle avec la classe, car l'habillement était aussi un marqueur de classe, tout comme la langue. Les choses étaient beaucoup plus ordonnées, et maintenant, tout est désarticulé. Vous aviez très bien dit, en effet, avant, quand on parlait des bourgeoisies. Donc là, on citait Gomez d'Avila, mais fondamentalement, il a raison. Au niveau de la langue, au niveau de la tenue, il n'y a plus aucune différence. C'était le terme qui me venait avant. Le terme, c'est le mot assez vulgaire, mais c'est le terme schlag. Qu'est-ce qu'un schlag? Tout le monde s'habille comme un schlag maintenant. C'est-à-dire que c'est une catastrophe. Mais voilà, ah oui, peut-être pourriez encore nous dire, vous parlez de la civilisation, mais quelle est-elle? C'est de la civilisation catholique à laquelle vous faites référence. La civilisation, ben, disons... la civilisation européenne, la civilisation française. Avant le XVIIIe siècle, on appelait ça la chrétienté. Et aujourd'hui, on appelle ça la civilisation avec un C majuscule. Je sais pas, simplement, je sais pas moi, c'est le monde européen, occidental. Mais c'est toujours des mots à double... Comment dire, maintenant, vous voyez, on ne croit plus que homo. On ne croit plus qu'homo, si vous voulez, dans une société où tout est évident pourtant autour de nous. Oui, mais vous voyez, je veux dire, je vais parler de ça et un mec très pointu, très piqué va finasser. Vous savez, c'est comme si vous employiez le mot civilisation européenne au lieu de civilisation occidentale chez Delesquin. Vous voyez, on est d'accord sur 95% des choses et on va s'embrouiller pour 5%. Enfin voilà, je veux dire, la civilisation, c'est les détails qui font la différence. Ce qui est évident aussi, c'est que beaucoup de gens qui sont issus par leur éducation et leurs parents de la civilisation sombrent peu à peu dans la barbarie, même sans se rendre compte, que ce soit par la défonce, l'alcool et la drogue, que ce soit par les mœurs, ou que ce soit par le vêtement, ouais, effectivement, ou par des modes de vie qui voilà. Mais on ne peut pas forcément leur en vouloir, parce que l'époque actuelle est extrêmement dure, et vous devez en connaître autour de vous. J'en connais plusieurs. Je connais beaucoup de gens qu'on appelle des gens en rupture de banc, ou comment dire, des gens instruits, éduqués, intelligents, voire des mecs hyper lettrés pour certains, mais qui, étant dans le monde dans lequel on est, qui n'ont plus, comment dire, la société ne leur laisse plus aucune marge de manœuvre, plus aucune place. Dans une société de brutalité,
vraiment, ouais, de brutalité, de muflerie complète. Qu'est-ce que ça laisse finalement? Ben, ça crée des populations entières en rupture de banc à qui on donne plus de place, quoi. Et ça donne aussi d'autres cas chez des gens que j'ai connus à Grenoble, ben, des mecs qui décrochent complètement, les pauvres. Et vraiment, voilà, après, c'est Bon, la drogue, voilà. Excusez-moi, je voulais pas vous couper, mais c'est une civilisation d'esclaves. Enfin, il faut dire aussi les choses telles Ouais, qu'elles ouais, sont. C'est-à-dire, c'est ouais. soit on entre dans le moule et on est esclave, soit on essaie un peu de résister. Et, comme on le disait avant l'enregistrement, d'essayer d'être indépendant financièrement. Ouais, c'est ça. Et Pour le survivre. pire, c'est que cette civilisation d'esclaves, elle n'a pas de maître visible. C'est pas, le chef. Il n'y a pas le maître quoi qui vous a dit tu vas faire ça, tu vas faire ça. Non, c'est pas ça. C'est que c'est que vous êtes forcé d'avoir un smartphone pour pouvoir mettre à jour vos données d'identification en ligne sur un site qui va vous permettre de payer vos impôts, sans quoi vous serez expulsé de votre logement, quoi. Enfin, mais c'est toujours par des forces invisibles ou des espèces de trucs sournois et éthérés comme ça, vous voyez. C'est ça qui est terrible pour des gens qui sont des gens du concret, des gens, comme disait l'auteur dont vous avez parlé, qui disent bonjour d'une certaine manière. Quand vous voyez qu'il y a une profondeur chez eux, vous voyez. C'est cette espèce de brutalité, en plus, c'est extrêmement infantilisante, fait beaucoup de mal. Parce que quand elle s'adresse à vous, c'est toujours, je sais pas, c'est comme des publicités pour l'écologie ou pour des trucs comme ça. Allez, on jette nos emballages plastiques dans la poubelle YMC. Hein, c'est un peu des trucs débilisants pour, vous voyez, de l'ambiance prof de maternelle obèse, là, comme ça. C'est très, enfin, je trouve ça vraiment très, très brutal, beaucoup plus que si un espèce de monsieur collet monté en col rigide vous intimez l'ordre de faire ceci ou cela, quoi. Au moins, on pourrait au moins lui dire va donc, va donc, tocard. Vous voyez, là, il y aurait une raison que c'est la jouer années 70, quoi, je sais pas. Enfin, au moins, il y aurait quelque chose où on peut répondre, où il y a une forme, quoi, voilà. C'est Oui, dur d'être tout à dans fait. Surtout dans le monde actuel, vous vous faites virer par quelqu'un d'incompétent et de nul, et vous devez dire merci, amen, Ouais, ouais. et vous la Ouais. coincez. C'est-dire qu'en effet, au-delà de ce que Je vais vous vous dire, mais évoquez, je vais même il y a vous dire, Xavier, vous il y a le faites monde virer. injuste. La personne qui vous vire, c'est une secrétaire obèse qui a mis lors de la réunion, qui a mis son masque sur le visage, et son masque, c'est un masque avec des motifs, des petits motifs de tête de Mickey. Véridique, ça, c'est des vraies situations, ça, pas que j'ai vécu, mais que j'ai vu, quoi. Donc bon, c'est ça, quoi. C'est vraiment un monde très seul contre tous, quoi. Vous voyez le film Seul contre tous? La scène où le boucher parle avec un espèce de chef des abattoirs qui n'est pas exactement le plus viril des hommes, disons. Bon, je n'en dis pas plus, mais ceux qui connaissent ce film peut-être se souviennent de cette scène. C'est un peu ça, quoi. C'est que les vrais bonhommes sont obligés soit de quémander, soit de sortir du jeu, quoi. Et oui, et bon, malheureusement, Ou on de va tout aussi... surpasser, ou de tout. Attendez, je ne vais pas être complètement pessimiste, c'est trop facile. Ou aussi de se ramasser sur eux-mêmes, de pratiquer une certaine épure, une certaine ascèse, une certaine réforme de soi-même. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment parler du monde actuel qui est la réforme ou la déglingue. Hein, c'est un peu la bourse ou la vie, quoi. C'est la réforme ou la déglingue. C'est qu'il y a aussi d'autres manières de faire, de se regrouper sur une certaine ascèse, sur certains fondamentaux du mode de vie, vivre avec moins d'affaires et plus de voilà, technique, ça s'appelle la technique de la constriction aussi, ce que les orthodoxes ont appelé la nepsis. C'est un sujet très intéressant, vous voyez. Il y a des manières, il y a toujours, comment dire, Dieu va toujours vous laisser un chemin, va toujours vous aider et vous permettre, vous trouver un chemin, si vous voulez. Voilà, disons. À condition d'être fidèle aussi, évidemment. Ouais. Fidèle, fidéis. On peut évoquer encore peut-être un dernier point, parce que vous vouliez parler aussi de ER
Parce que qu'est-ce qui vous a amené à ER finalement? Alors, simplement de trouver là, d'avoir l'impression de trouver là la vraie France, quoi. Comme je vous dis, un côté raffiné, un côté débrouillard. Tous les gens que j'ai connus là-bas, c'est des gens ça me parle tout de suite, quoi. Vous avez des types très lettrés qu'on voit souvent, qui sont invités. Donc, ça peut être Félix Niche, Pierre Debrague, Youssef Indy. Et puis, il y a toute une partie de ER qu'on ne voit jamais, qui sont des gens que moi, j'ai déjà vus et qui font des vrais métiers. Par exemple, je sais pas, c'est des gars, ils sont artisans boulangers, ils sont mécaniciens. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. Ou alors, c'est des mecs hyper compétents dans leur domaine, en informatique, vous voyez, des choses comme ça. Et ça a beaucoup de charme. Et déjà, c'est une condition concrète, quoi, vous voyez, c'est quelque chose qui fait du bien. C'est pas exactement la politique qui m'a amené à ER, c'est plutôt toutes les parties annexes. Vous voyez, l'entretien de Alain Soral, moi, que je préfère, c'est un entretien de 2004 ou 2005 avec un espèce de jeune étudiant qui a un accent du sud-ouest, et ça s'appelle Bienvenue sur Radio 103. Je crois que ça s'appelle comme ça. En tout cas, en entrant les mots-clés, ça se retrouve. Vous tapez Soral, Radio 103. Et là, celui qu'on appelle entre nous le Prez, comme abréviation pour le président, eh bien, il détaille plusieurs aspects de choses qu'il a vécues, connues ou produites, mais qui sont beaucoup autour de la culture. Sa maison d'édition, c'est contre-culture d'ailleurs aussi. Hein. Tout à fait. Ouais, on retombe sur nos pieds. Et voilà, c'est vraiment celle que j'ai préférée. Et pour le reste, pour ce qui est de la politique, qui est traditionnellement la catégorie reine, puisqu'elle elle surdétermine toutes les autres. La politique, j'en fais pas, j'en ai jamais fait, je m'y connais assez peu, la géopolitique encore moins. Pour une raison très simple, c'est qu'en matière de politique, pour moi, tout est dans les livres polémiques de Louis-Ferdinand Céline. Je veux dire, tout est là-dedans. Donc, il n'y a pas tellement... Pour moi, il y a presque rien à rajouter hors de ça. En ce qui concerne la France et le devenir politique de la France, tout est dans ces trois livres-là. Bagatelle pour un massacre, L'école des cadavres et surtout Les Beaux Draps. Parce que dans Les Beaux Draps, il y a une petite note d'espoir. Mais c'est de la politique que Céline essaye toujours de tourner en culture, justement. Qu'est-ce qui fait la particularité profonde du peuple français, vous voyez, parce que lui-même est un artiste qui a été obligé de faire un peu de politique dans ses bouquins-là, à une époque. C'est pour ça qu'il dit à un moment, j'étais un écrivain qui est devenu un chroniqueur, donc j'ai mis ma peau sur la table. C'est pour ça qu'il dit ça. Et si vous voulez, tout est là-dedans. Donc moi, en général, ensuite, quand des gens parlent politique avec moi, le premier truc que je leur demande, c'est « Est-ce que tu as lu Céline ?» Oui, non, non. Bon, bah écoute, je suis désolé. Parlons d'autre chose. Parlons de voiture, parlons de foot. J'aime autant ça. Parce que voilà, quoi. Pour vous, il y a ceux qui ont lu Céline et ceux qui n'ont pas lu Céline. Ouais, vraiment. Ouais, parce que normalement, on dit toujours qu'il y a deux types de prêtres, ceux qui ont lu Monseigneur de Lassus et ceux qui ne l'ont pas lu. Ah, mais très bien, ouais, c'est parce que c'est celui qui avait écrit La Conjuration antichrétienne, je crois. Voilà, exactement. Voilà, ok. Bah, très bien, ouais, c'est très possible. Il y a sans doute aussi pour les clercs deux catégories de ce point de vue-là. Bah, pour nous, les laïcs, il y a peut-être deux catégories de gens. C'est ceux qui ont lu Céline et ceux qui ne l'ont pas lu. Et beaucoup de gens sur YouTube qui font profession de patriotisme, ce qui est très bien et très noble, et tant mieux, c'est très bien. Eh ben, il restera toujours chez eux une certaine hémiplégie tant qu'ils n'auront pas osé se taper ce sujet-là à fond. Et par exemple, je peux dire une chose, c'est que, après, c'est peut-être une supposition, mais quelqu'un comme Papacito, j'ai l'impression que dans l'année qui vient de s'écouler, il s'est tapé la partie dure de Louis-Ferdinand Céline. Il y a quelque chose qui se voit dans des trucs qu'il a dit récemment ou dans des manières dont il a paraphrasé certaines choses ou quoi. Voilà. Après, on peut se tromper, hein, mais voilà, c'est toujours un marqueur fort et ça fait chez les gens sérieux et honnêtes, ça fait toujours prendre un virage. Voilà. Un virage risqué, hein. Mais après, il faut assumer de faire de la politique ou de ne pas en faire. Moi, j'ose le dire, j'en fais pas. Il y a d'autres gens plus doués que moi qui en font, plus légitimes, voilà.
C'est comme ça, chacun sa place, quoi. Je doute que Papacito ait lu Céline, mais peut-être, hein, c'est possible, faudrait lui demander. C'est quasi sûr. La manière dont il a dit récemment, il a fait une allocution où il disait bon, vous voyez, il va y avoir une guerre, mais alors j'ai l'impression que la guerre, c'est pas, je sais plus comment il l'a dit, mais en gros, il a dit c'est pas Kamel et Moshe qui vont la faire. J'ai l'impression qu'ils sont en train de battre le rappel et de dire ouais, Durand, Dubois, viens ici, allez, au garde à vous. Or ça, c'est une paraphrase de plusieurs passages qu'il y a dans les pamphlets de Céline, mais Céline emploie d'autres noms propres. Il dit la Cassagne, Durandal, vous voyez, Kersuzon, voilà, mais enfin voilà, que ce soit ça ou d'autres passages, je pense quand même qu'il a eu Céline après. Bon, voilà, je vous dis, c'est une possibilité, hein. Quoi qu'il arrive, il a pris plutôt un bon virage récemment, il a plutôt compris des choses, hein, et il a toujours été assez doué et drôle, et voilà, et ça ne peut que s'améliorer de toute façon. Tout à fait. Je ne sais pas si vous avez encore peut-être un mot à dire, sinon je pense qu'on peut gentiment... D'une manière générale, ce que je pourrais vous dire, Xavier, c'est qu'à l'avenir, si vous pouvez aider des gens chez ER qui sont dans les livres, à les aider à percer un petit peu le mur du ghetto dans lequel la canaille nous a enfermés. Vous voyez, ça leur ferait, ça nous ferait à tous beaucoup de bien. Je vous donne un exemple. Pierre Debrac sort un livre sur le grand sujet important que ER a remis au goût du jour, qui est tout ce qui tourne autour du cercle Proudhon, c'est-à-dire le moment très important dans l'histoire de France où les gens de la tradition du syndicalisme français, les Sorel, Berthe, les Proudhon, se sont à un moment mis à discuter avec des gens plutôt du nationalisme monarchiste français, avec des gens comme Maurras et des gens autour de l'Action française. Vous voyez, ça, c'est une des spécialités de R, c'est le côté transcourant. Pierre Debrac sort un livre bientôt sur ce sujet, et voilà, faire un entretien avec lui, ça peut être très sympa, ou avec d'autres gens qui ont vu le nombre de gens qui sont passés par les éditions Contre-Culture, il y a vraiment du bon niveau et vraiment de la matière pour expliquer ce qui se passe à notre époque, à nos contemporains, et pour aider les plus jeunes aussi à mieux comprendre le monde qui nous entoure et à mieux l'affronter. Comme disait Jean Rousseau, on n'affronte pas le réel avec des principes, mais avec de l'énergie. Et voilà. Vous avez évoqué plutôt Nicolas Gomez d'Avila, vrai paratonnerre et pourvoyeur d'énergie. Il y en a d'autres, y compris vivants actuellement, et il faut les relayer de temps en temps. Ça fait du bien. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Nounès Darbois. Je rappelle votre ouvrage, même si on n'a parlé que très brièvement sur la sociologie du ardeur, qui est extrêmement intéressant. Très important, parce que comprendre la sociologie du ardeur vous évitera, chers auditeurs, surtout jeunes, la psychologie du branleur. Voilà, disons, si on veut faire un petit slogan. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner. Et on se voit très vite pour une prochaine entrevue. À bientôt.